c'est tout. On passe maintenant au dernier sujet, le Togo, le pays qui a franchi la barre des 200 cas confirmés au coronavirus, barre franchie il y a quelques jours. À ce jour, en tout cas, le décompte quotidien, à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, n'est pas encore sorti, mais à la date du 14, il me semble, nous sommes le 15, c'est ça? Non, on est le 15, mais oui. Donc à la date du 14, on est à 238 cas confirmés de coronavirus au Togo, 131 cas actifs, 96 guéris et malheureusement 11 décès. C'est allé très vite en quelques jours seulement, mais quand on regarde un peu la tendance dans la sous-région, c'est un peu la même chose. Vous avez vu le Ghana, vous avez vu le Bénin qui était passé de 96 cas à plus de 300 cas en quelques jours. Qu'est-ce qui peut expliquer cette tendance-là? Non, vous savez, les experts peuvent l'expliquer mieux. Les médecins, ceux qui sont, à qui on a, par exemple, pour le cas du Togo, les responsables du domaine qui sont au devant, expliqueraient mieux. Mais nous avons essayé de les écouter puisque nous, aussi par rapport à notre travail, nous relayons et continuons par sensibiliser pour que les choses... Nous avions d'abord été étonnés parce qu'au Togo aussi, il y a eu un accent qui a été mis sur la sensibilisation. Et les communes ont été sollicitées, effectivement, de faire le travail, tout ça. Et nous avions, dans l'ensemble du territoire, fait un travail. Mais c'est vrai qu'une partie du travail, quand on l'a fait, il y a une suite. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, quand nous avons cherché à comprendre pourquoi cette explosion, les raisons qu'on nous a données, quelques-unes des raisons, il semblerait que à la faveur du déconfinement au Ghana par exemple, et tout ça là, il y a eu une conséquence dont la négativité se ressent sur notre territoire. Ça fait que avant il n'y avait pas un certain nombre de cas constatés vers le nord du pays, et aujourd'hui donc on en a, ça fait qu'il y a eu explosion. Ça voudrait dire que oui, on peut dire que nos efforts sont mis à rude feu parce que on pensait véritablement que les choses vont aller de sorte que les élèves puissent revenir bientôt puisqu'il y a les examens. Bon, aujourd'hui, les choses sont en train de prendre de l'ampleur. Quelles vont être les nouvelles dispositions? Je crois que l'inquiétude est beaucoup plus dans les esprits, et franchement à ce stade je crois qu'il va falloir véritablement proposer de nouvelles solutions au vu de ce que nous avons déjà vu, tout ce que depuis le plus au sommet on a proposé. Il va falloir véritablement peut-être reprendre le travail, mais cette fois-ci l'accompagner de façon pratique et pragmatique d'un certain nombre d'éléments qui nous ont été demandés sur le terrain quand nous étions dans la sensibilisation. Mais je crois qu'au-delà même de ce déconfinement, il y a eu un relâchement. Bien sûr. Il y a eu un relâchement parce que quand nous étions dans la sensibilisation à l'époque, je crois que les populations avaient pris au sérieux beaucoup de choses. Il y a même les revendeuses qui avaient même spontanément pris sur elles la responsabilité de ne plus faire manger les choses. Et sur place, elles vendaient les gens dans les sacs qui partaient. Donc ça a repris. Il y a même des revendeuses de nourriture qui avaient fermé spontanément les kiosques un temps, qui ont réouvert et qui acceptent que les gens viennent manger, tout ça là. Donc, oui, et puis sur certains terrains, des jeunes qui avaient pris ont repris les jeux football, tout ça là, de football, tout ça là. Donc il faut en tenir compte de tout ça là. Sans oublier le fait que, par exemple chez nous, certaines mesures ont été prises, mais n'ont pas suivi d'effet. Par exemple, quand on prenait le cas des conducteurs de taxi-moto et tout ça là, je crois qu'on avait prévu, dans la perspective que les choses puissent chuter, on avait voulu que les immédiats puissent être traités d'une manière, ça n'a pas suivi. Donc je crois que tous ces éléments-là doivent être revus pour voir comment ça peut être fait, afin que nous puissions retrouver les bons chiffres, quoi. Alors, c'est quand même, Chris, c'est trop facile de dire que le Ghana a déconfiné. Et donc ça a des répercussions ici quand on sait qu'on a fermé les frontières. On me parlera de porosité des frontières, mais même ça, je dis que c'est inquiétant parce que c'est comme si vous me dites que nous avons fermé les frontières, mais les gens ont des voies détournées pour rentrer. S'ils peuvent rentrer, c'est qu'on peut faire rentrer toutes sortes de choses, même des armes et tout.
on n'est pas capable de maîtriser l'intégrité territoriale du pays? C'est difficile, il faut le dire, c'est le cas de le dire, parce que lorsqu'on dit que les frontières sont fermées, on parle des frontières officielles. Les frontières là qu'on connaît, les circuits qu'on connaît, les voies de passage qu'on connaît, ce sont ces voies-là qui ont été fermées, mais on sait que lorsqu'on est frontalier, par exemple, avec un pays, avec le Ghana, et que le Togo fait quand même à une frontière avec le Ghana longue de 600 km, c'est pareil avec le Bénin, et qu'il faut tenir cette frontière-là 24 heures sur 24. Je crois que ce sera une situation très difficile. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour quand même diminuer ce flux-là, à défaut alors de diminuer l'échange de flux, au moins faire en sorte que les mairies, les maires prennent la mesure de la situation et faire leur travail sur le terrain. Moi, je viens de l'intérieur, par exemple, je constate que il y a pas grand-chose en termes de sensibilisation. Les mesures ne sont pas respectées du tout. Les mesures ne sont pas respectées. C'est-à-dire que les gens certains sont même dans le déni de la réalité, qui vont jusqu'à contester le fait qu'il existe cette pandémie-là et que ça tue au Togo. Mais c'est ahurissant. Mais il y a encore des gens qui croient que la pandémie-là n'existe pas. Et je crois qu'il faut, puisque nous avons entamé cette décentralisation, c'est peut-être l'occasion que les maires voient au chapitre et fassent un travail de veille sur le terrain et sensible, parce que c'est la proximité. C'est une gouvernance de proximité, mais lorsque vous allez dans les communes, vous ne sentez pas ce travail de proximité-là, surtout en ce qui concerne cette crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. On n'a pas l'impression que les maires prennent conscience de leur territoire et prennent conscience du danger qui guette ceux qui sont dans ce territoire-là et ceux qui doivent faire. Je ne sais pas si c'est pas faute de moyens, mais c'est pas faute de moyens. Alors là, il faut que l'approche de remède soit prise autrement, pour décentraliser la chose et permettre que ceux qui sont plus proches de ces populations-là travaillent et que l'impulsion n'arrive pas forcément de la capitale ou bien de la préfecture. Parce que lorsque, ces derniers temps, on a fait quelques communes, on s'est rendu compte qu'il y a une désinvolture totale en ce qui concerne le respect des mesures ou des gestes barrières, et rien n'est fait. Et rien n'est fait autant du côté de la population que du côté des responsables, des responsables. Et je crois que le système, n'est pas à repenser, mais il faut maintenant qu'on prenne que les mesures là, que la surveillance prenne de la robustesse. Il faut qu'on permette maintenant aux gens d'appliquer ces mesures là, et les forces de l'ordre. C'est vrai qu'il y a des bouchons un peu partout, les gens mais il y a que les contrôles là sur les artères. Oui. Mais lorsque les gens ne pratiquent pas ces artères là, à côté, ils ne font rien. C'est seulement quand ils vont traverser ces bouchons-là qu'ils mettent, par exemple, leur protège-nez. Mais en dehors de ça, ils ne l'utilisent pas. Autant dans les marchés que dans les regroupements, tous azimuts, rien n'est fait dans ça. C'est vrai que quand on a vu les premiers cas de la pandémie, c'était Lomé. On a maximisé la sensibilisation, la communication sur Lomé. L'intérieur a été un peu oublié, si bien qu'à l'intérieur, on pensait que c'était un truc des gens de la capitale. Aujourd'hui, il faut délocaliser la sensibilisation aussi. Bon, voilà, merci beaucoup, parce que peut-être que mon ami Chris ne m'a pas compris. Vous savez, les communes, dans cette lutte-là, ont accompagné le gouvernement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a pris les choses à bras le corps. Et vous vous souvenez, même dans le cadre de Lomé, il y a une commune, un maire de Lomé, qui a pris une décision et le ministre l'a rappelé immédiatement à l'ordre. Vous vous souvenez? Donc, dans une commune à Lomé ici. Alors, mais qu'est-ce que les communes ont concrètement? C'est qu'elles ont sensibilisé. Maintenant, et les médecins l'ont dit, que le Covid est rentré dans les quartiers. Ils appellent ça phase communautaire. À partir de ça, il faut changer la donne. C'est pour cela que vous savez, il faut permettre aux communes maintenant, il faut, comme vous le dites, il faut arriver, il faut donner le pouvoir. Oui, il faut leur permettre, chacun, selon ses réalités,
mais de proposer maintenant au gouvernement. Mais voilà, les choses prennent de l'ampleur. Les communes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? À partir de cet instant, le gouvernement leur donne. Vous savez que quand la maladie a commencé, c'est le gouvernement même qui a circonscrit. C'est eux qui ont décidé que le couvre-feu, c'est à Lomé seulement. Et après, ils ont étendu ça à Sokodé. Vous savez ça, non? Bon, enfin, des Tchaoudjo, tout ça là. Et toutes les préfectures, c'est-à-dire que voilà, c'est le gouvernement, vous ne pouvez pas circuler d'une préfecture à une autre. Ça, c'est les décisions du gouvernement. Et les maires et autres, les préfets, tout le monde applique. Maintenant que la maladie est en train d'aller il ne faut plus demander aux communes d'exécuter. Il faut leur demander maintenant nous sommes la contribution. Et selon leur programme, s'il faut que le gouvernement mette les moyens, chacun doit apporter des résultats à partir de cet instant. Donc, je vous dis, quand moi je vous dis que je suis allé au front, j'ai sensibilisé et j'ai fait le rapport de ce qu'il faut dans ma commune. C'est-à-dire que quand je suis allé, quand vous dites par exemple qu'on a retrouvé les gens auprès de ceux qui boivent le tchouk, Sourabi, tout ce qu'ils vous disent, tout ça là, ce qu'ils vous demandent pour véritablement amener à faire les choses d'aujourd'hui, les communes doivent prendre le relais pour aider davantage le gouvernement. En tout état de cause, y compris même la fermeture même des écoles, tout ça là, jusqu'à présent, vous savez, le gouvernement a pris les dispositions immédiatement pour parer. Maintenant, la maladie, au-delà des dispositions du gouvernement, la maladie commence par prendre de l'ampleur. Et vous avez vu que le gouvernement aussi a réduit d'une heure les heures de couvre-feu. Et c'est en ce moment même que les choses... Donc, il faut retravailler maintenant dans le cadre communautaire. Comment ça va être? Il ne faut plus mettre les communes... Finalement, il évoquait par exemple ce réaménagement des heures de couvre-feu. Ça a étonné tout le monde dans la mesure où on voit les cas grimper. Mais c'est la tendance dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, par exemple, disons, tout est revenu à la normale. Alors que les cas augmentent. Rien qu'il y a 2 jours, la Côte d'Ivoire découvrait pour une seule journée 127 cas. Hier, il découvrait, il me semble, 28 ou 29 cas. Mais on a assoupli toutes les mesures. Les rassemblements sont passés de 50 à au moins 200 personnes. Or, les cas augmentent. Oui, mais ça peut se comprendre. C'est-à-dire que les gestes barrières ont posé un garrot, un goulot d'étranglement à l'économie. Je crois que c'est sur ce terrain-là, parfois, qu'il faut étudier certaines mesures. Parce que c'est vrai, lorsque vous prenez même le cas français, et ailleurs même, Allemagne, et Espagne, etc., c'est qu'ils sont obligés de prendre des risques pour donner, à un moment donné, de l'air à l'économie. Et c'est pour ça qu'Angela Merkel dit, par exemple, que la pandémie n'est pas sous contrôle. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des concessions. C'est qu'on est aujourd'hui dans la phase de jouer avec, de négocier avec la pandémie, d'être en négociation. Comme le dit, avec, ça apprendra à vivre avec. Oui, c'est qu'on est en train de s'installer dans la durée. Dans la durée, parce que il y a certaines mesures qu'on ne peut pas tenir dans la durée, qu'on ne peut pas maintenir longtemps au risque de mettre complètement l'économie à terre. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par ailleurs? Vous savez de quelle façon on peut expliquer aujourd'hui la progression qu'on connaît au Togo? Vous savez, beaucoup des cas nous sont arrivés, par exemple, des villages qui sont frontaliers. Au Ghana, par exemple, des villages frontaliers, vous parlez, par exemple, de Djakpanga, Guérékouka, pas Guérékouka, la plaine de Meaux, qui est près de la frontière aussi. Vous êtes dans le Grand Cloto. Vous avez aussi quelques villages qui sont là, qui ont aussi envoyé leurs éléments. Et vous avez, c'est pour cela, par exemple, on a dit que c'est peut-être parce qu'il y a eu des confinements là au Ghana et que c'est les conséquences sont senties du coup. Mais à Lomé, lorsque vous prenez Lomé, on ne peut pas dire que la progression est exponentielle. Mais lorsque vous prenez Lomé, on peut dire que nous avons les marchés, justement, n'ont pas été les vecteurs qu'on craignait pour propager la pandémie. Vous voyez, au départ, on pensait qu'en laissant les marchés ouverts, la pandémie va progresser rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Mais lorsque vous prenez par exemple le Grand Lomé, c'est-à-dire Lomé et Agoué, ce qu'on aurait pu attendre, vu la densité qu'on a en termes de population, la progression qu'on aurait dû avoir, on ne l'a pas. Et je crois que c'est ce qui explique un peu cet allègement, ce réaménagement là de la durée du couvre-feu d'une heure. Mais
aujourd'hui, lorsqu'on dit 20 heures ou 21 heures, moi, à mon sens, ça ne change pas grand-chose. Parce que nous avons déjà un réflexe parce que nous l'avons fait pendant le couvre-feu, duré déjà plus d'un mois. Et nous avons acquis des réflexes. Lorsque vous êtes en ville jusqu'à 19 heures, lorsque la nuit te surprend en ville aujourd'hui, on a l'impression qu'on en fait trop. Et je crois que lorsqu'il y a ce réaménagement d'une heure, ça ne vient pas ajouter, je crois, un espace de jeu à ce que nous avons, mais plutôt pour dire aux gens qu'il y a une progression, pour faire aussi un appel, un coup d'œil à ceux qui sont dans l'économie, qui ont besoin quand même de faire des affaires. Hein, mais aussi en tenant compte de la stabilisation de la courbe au niveau de Lomé. Il y a bien cette stabilisation. Mais ce que je voudrais ajouter, peut-être pour finir, c'est que il faut maintenant voir l'efficacité du taux de guérison. Lorsque nous prenons par exemple le Togo avec 238, avec combien de morts, 11 décès. Vous prenez par exemple le Sénégal qui a plus de 2000 avec 3 morts. Non, le Sénégal a 28 morts. 28 morts. Oui, ils ont eu 2 morts hier, ça fait 28. Ça fait 28, ça fait 28. Oui. Je crois que quand vous voyez un peu le rapport, c'est comme... Le Togo a un taux plus élevé. Le Togo un peu, on voudrait inviter quand même ces derniers temps, on n'a plus eu de morts. Oui. C'est vrai, ça, c'est un truc qu'il faut mettre à l'actif de l'équipe. Les cas augmentent et ça atténue le pourcentage de décès. Parce qu'à un moment donné, on n'était pas encore à 100 cas, qu'on était déjà à 11 décès. On était déjà à 11. Oui. Hein? Donc, je crois qu'il y a peut-être un effort là et on souhaite que cet effort-là soit maintenu en ce qui concerne le traitement. Voilà. Alors, le risque aussi, quand les cas augmentent, parce qu'il faut le dire pour que les gens comprennent, c'est que les hôpitaux risquent d'être débordés. Les hôpitaux risquent d'être débordés. Et même on a parlé aussi les forces de l'ordre qui font un travail. Aujourd'hui, vous avez parlé de 2 mois, c'est pas aussi évident. Vous savez, par exemple, prenez le cas de la France. Lorsqu'on voulait arriver au déconfinement, les maires ont été associés. Par exemple, le cas des écoles, on a demandé. Certains maires ont refusé même d'ouvrir. Vous savez qu'actuellement, le gouvernement est certainement en train de réfléchir comment faire pour faire aboutir l'année scolaire. Mais demandez-moi, par exemple, est-ce que les maires sont associés à cette question? C'est pour cela que je dis, il faut que la question de la décentralisation, c'est par rapport à cette maladie, il faut donner l'opportunité aux communes d'être utiles au gouvernement. Je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, il faut leur donner, parce que là où on est arrivé... Ce que vous dites, c'est que clairement, en France, il y a des maires qui sont opposés à la réouverture. Par exemple, aujourd'hui, si ici le gouvernement décide qu'on ouvre, un maire ne peut même pas s'opposer, ça c'est un. Mais le maire n'est pas capable même de présenter, je dis ça comme ça, de présenter la situation scolaire de ça. Il faut leur permettre, par exemple, de commencer par apprendre, par exemple, en se disant déjà, un maire peut, dans sa circonstance, avoir les directeurs, avec comme on le fait, en respectant la distanciation, qu'on puisse faire au maire, par exemple, la situation. Si demain nous devons ouvrir, par exemple, ce n'est pas seulement la question du gouvernement, au ministère seulement. Et si on nous demandait, nous, en tant que commune, de tout faire pour que comment on peut faire ça. Au vu de ces éléments, le maire peut se préparer. Parce que si demain le gouvernement dit, heureusement comme il dit, mais allez voir le maire de votre commune pour voir ces questions-là. Donc aujourd'hui, il faut associer les communes, les maires et le conseil municipal à des choses. Et surtout, comme nous venons de le dire, la maladie est rentrée dans les communautés. Mais il faut associer les maires, les chefs quartiers, les CDQ, tout ça là, il faut les responsabiliser. Et il faut que la sensibilisation reprenne. Mais comment? Mais au-delà aussi, vous savez que par exemple le cas de Lomé, c'est vrai que c'est très coûteux, on dit, mais c'est l'hôpital que nous avons. CHR, Lomé commune. Quand vous parlez de débordement, si demain, ça doit prendre de l'ampleur. Et que si jamais l'hôpital est débordé, mais si les choses les gens vont commencer par regarder la commune. Non, je crois qu'il n'y a pas que ce seul hôpital-là où sont admis les cas confirmés. Il y a des structures dans chaque préfecture qui peuvent prendre en charge les cas confirmés. C'est seulement les cas compliqués et qu'on convoie vers le centre spécialisé qu'est par exemple le centre CHR. Mais pour réagir un peu par rapport au rôle des maires, je crois que j'ai eu à le dire, que c'est une occasion
une occasion déjà pour que les maires sachent se responsabiliser. Et je crois que quand même, nous avons vécu quand même pendant longtemps dans un pays où le partage des responsabilités n'est pas aussi optimum que ça. Nous sommes tous dans l'apprentissage de la décentralisation. Et il faut que dans cette situation, les maires soient plutôt proactifs, c'est-à-dire les maires deviennent des conseillers, parce que parfois, vous n'attendez pas ce qu'on vienne vous chercher. Et il faut qu'eux-mêmes soient aussi dans le réflexe. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'ils sont les premiers responsables vis-à-vis de leur communauté. Parce que vous vous êtes fait élire, je crois, sur la base d'un programme, parce que vous pouvez faire quelque chose pour votre communauté. Et je crois qu'à défaut d'avoir l'impulsion du gouvernement d'être proactif ou d'aller vers le gouvernement et de leur faire des propositions, parce que si nous sommes tous là dans nos camps, comme quoi c'est au gouvernement de dire aux maires aujourd'hui que ben voilà, est-ce que vous vous levez, allez vers les CDQ, etc., pour que la sensibilisation atteigne les couches les plus profondes. Je crois que l'État central est préoccupé, et lorsque vous êtes préoccupé de cette façon-là, certains réflexes-là vous arrivent difficilement. Et il faut que ceux qui gouvernent à la base, qui savent de quoi les populations ont besoin à la base, ces gens-là maintenant prennent aujourd'hui le relais et habitent maintenant le personnage qu'ils se sont fait en devenant par exemple maire. Et je crois qu'en parlant ainsi, on parle des maires de tous les bords, sans distinction de bord, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions vaincre cette pandémie-là? Il faut que chacun à son niveau se dise que qu'est-ce que je peux faire pour ma nation, et en commençant par ce qu'il peut faire pour sa communauté à la base. Et je crois que dans cette perspective-là, les maires doivent se mettre à la hauteur de la chose et devenir des conseillers, les premiers conseillers de l'État central en matière de gestion de cette pandémie-là. En tout cas, vous rappeliez tantôt qu'il y a aussi, parmi les raisons qui peuvent expliquer ces explosions de cas, c'est le relâchement qu'on voit aujourd'hui. Il faut insister dessus auprès de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas le moment de relâcher. Non seulement il faut insister, il faut accompagner. Si la sensibilisation doit être reprise, il faut l'accompagner d'un certain nombre de choses que les gens demandent. Par exemple, c'est vrai que c'est difficile pour le gouvernement, mais il faut faire l'effort. Il faut même demander aux communes de... C'est pour cela que je dis qu'il faut donner la latitude aux communes. Par exemple, chez nous, je le dis comme ça, on a un programme... Il faut donner, je crois que c'est justement là où je suis en porte-à-faux avec non, je vous parle. Vous n'attendez pas ce qu'on vient de vous dire, forcément. Non, je vous parle en conséquence. Je vous dis que quand c'est venu chez nous, nous avons fait des propositions. Non, je ne parle pas forcément de vous. Il faut que nous sommes maintenant dans les généralités. Oui, certains le font, comme tu le dis. Et il faut... on vous encourage... Il y a un autre gouvernement qui demande aux gens de rester dans la droite ligne. C'est comme ça. Ça fait que les communes ne peuvent pas bouger. Mais on a comme une décentralisation en l'heure. Voilà. C'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est même dirigé. Parce qu'on a même vu cette note du ministre qui a circulé il y a quelques semaines qui demandait aux communes de ne pas prendre d'initiative personnelle. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle... Il ne faut pas qu'il y ait du dérapage non plus. Parce que vous savez, je le disais... On leur demander de prendre des initiatives, mais de les faire, je ne sais pas moi, contrôler par l'administration, je ne sais pas moi, mais leur dit de ne pas en prendre du tout. Non, c'est-à-dire qu'on était au début même de la gestion de cette pandémie-là, où tout le monde était un peu stressé, où on se dit que si on laissait les gens prendre des initiatives à la hussarde, on risque de compliquer la situation, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore de maires vraiment spécialistes en décentralisation, surtout en matière de gestion d'une crise sanitaire. Vous savez que lorsqu'il y a crise sanitaire, il y a toujours ce contrôle-là, parce que c'est une crise sanitaire qui ne concerne pas qu'une commune, mais qui concerne le monde entier, qui concerne tout le Togo. Donc l'État a un droit de regard, en même temps, sur la gestion. Elle est nationale, d'accord. Oui, le gouvernement gère ce côté. Et puis mais les initiatives locales, si dans une commune, quelqu'un constate par exemple que chez moi, au lieu que le gouvernement dit les horaires des marchés, c'est de tel à tel, moi je les fais plutôt de tel à tel, parce que connaissant mieux les réalités de sa commune, ça, on peut laisser la main libre au maire de le faire. Oui, maintenant, c'est par exemple, lorsqu'on dit avant, le couvre-feu, c'était de 20h à 6h. Après, c'est de 21h. C'est-à-dire, il y aura forcément... Tout le monde apprend de la situation aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde peut apprendre de cette situation-là. Mais au départ, le stress, la peur était telle que d'avoir
un maximum de contrôle. Pour que les gens ne prennent pas des initiatives qui s'écartent des normes. Je crois que ça a été ça. Mais maintenant qu'on s'installe un peu dans la durée face à la guerre, à cette pandémie, il faut que les initiatives soient créées. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que les conseils, tout conseil est le bienvenu maintenant pour qu'on puisse mobiliser les forces à la base pour soulager justement l'État. Monsieur, il nous reste 2 minutes. On va donner les notes avant de se séparer puisque nous sommes vendredi. Nous notons de 1 à 10. Vous êtes enseignant, vous êtes habitué à donner des notes. Vous allez donner quelle note à qui et pourquoi? Non, je donne une note de 8 sur 20. Sur 10 ou sur 20? Pas sur 10, pardon, 8 sur 10. À tous les médecins qui sont au front, au Togo, contre la pandémie. Et donc, je voudrais aussi les encourager par rapport à ça. Et avec votre permission, donc une note également la même note 8 sur 10 à un groupe que j'affectionne, le groupe pour les forces de l'avenir, qui chaque jour réfléchit sur l'avenir, l'avenir de politique de notre pays. D'accord. Merci. Chris Sega. Oui, moi j'ai été séduit par la dernière fois par une intervention, je crois que du professeur Iou, qui travaille beaucoup pour cette pandémie-là et qui a été très magistral dans ses explications des ressorts de cette pandémie-là, qui a fait de la pédagogie, qui a expliqué quel est le comportement qu'il faut avoir et qui a conseillé, par exemple, que les gens ne fassent pas du relâchement, qu'il faut plutôt armer les mesures, pas armer avec des fusils, c'est-à-dire veiller à ce que ces mesures-là soient tenues, parce que nous n'avons pas gagné, nous ne sommes même pas encore en temps de stabilisation. Je crois que sur ce point-là, vu le comportement que j'ai eu par rapport aux explications qu'il a données sur la TVT, je lui donne... Pardon? Vous lui attribuez quelle note? 7 sur 10. Et sur 10. Merci, je Chris. crois que je suis un peu pingre, mais c'est Merci à Germain Sossou. C'est vrai que les enseignants et les notes, c'est tout un problème. Mes étudiants en comprennent quelque chose. Merci à tous. Passez un très agréable week-end. N'oubliez pas l'application des mesures barrières. Et j'aime toujours cette dernière mesure, la prière. Merci.